Bonjour à toutes, bonjour à tous. Première vidéo de 2026, donc comme le veut l'usage, bonne année, bonne santé à tous, puisque c'est important pour tout le monde, autant au niveau personnel que professionnel. Alors cette première vidéo, en fait, va parler politique. Depuis presque 3 mois, le Japon a une nouvelle première ministre, la première première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Vous entendez du bruit autour de moi parce que je suis dans une salle en fait de conférence où on attend une conférence de presse de la première ministre Sanae Takaichi. Donc en fait, pour la petite histoire, voilà, je suis dans le fief de Sanae Takaichi à Nara. Nara, c'est là où elle a été élue députée pour la première fois au début des années 90 et elle est toujours députée dans la région de Nara. Donc c'est son fief. Et pourquoi je suis là? Bien parce qu'elle a rendez-vous aujourd'hui avec le président sud-coréen pour un sommet qui se tient donc à Nara, apparemment à la demande du président sud-coréen. Donc la première ministre Sanae Takaichi, eh bien c'est une femme qui effectivement est élue de Nara, mais qui n'est pas issue d'une dynastie politique implantée à Nara depuis des décennies. Contrairement à d'autres nombreux politiciens du Parti libéral-démocrate, Sanae Takaichi n'est pas une héritière politique. Elle a fait sa carrière toute seule. Elle est entrée en politique comme on serait entré dans une entreprise, en fait, par ambition, par volonté de travailler pour son pays. Certains diraient par arrivisme ou carriérisme. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est fait un nom en politique et une fonction, désormais Premier ministre à la force du poignet. Certes, évidemment, dans son parcours, elle a rencontré des gens qui l'ont aidé. Le premier d'entre eux étant Shinzo Abe, qui a vraiment cru en elle et qui a fait d'elle son héritière politique. Et elle se revendique de Shinzo Abe. Et ce dont je vais vous parler, d'ailleurs, c'est la continuité de la politique menée par Shinzo Abe qu'elle va mener à sa façon aussi, avec deux grands thèmes de prédilection dans la politique de Sanae Takaichi: l'économie et puis la grandeur nationale. Pourquoi l'économie? Bien parce que c'est normal pour tout pays que les dirigeants s'intéressent d'abord à la première préoccupation de leurs concitoyens, qui est souvent la qualité de vie, le pouvoir d'achat, l'aisance financière qu'ils peuvent avoir. Et donc Sanae Takaichi, en bonne politicienne, eh bien, présente d'abord comme politique les politiques économiques. Alors elle a une vision de la politique économique qui repose beaucoup sur l'offre, augmenter l'offre de produits, de services, de prestations pour susciter une demande et donc pour renforcer cette offre, investir massivement dans la recherche et développement, dans les technologies. Sa politique a une facette très technologique, en fait. Elle parle beaucoup de technologie dans plusieurs domaines pour la souveraineté du pays en matière énergétique, en matière alimentaire, en matière de défense, même si le Japon n'arrivera jamais à être pleinement autonome sur le plan de la défense, aura toujours besoin des États-Unis, mais en tout cas peut augmenter la part de sa défense, une souveraineté technologique, etc. Donc la première politique de Sanae Takaichi, quand elle est arrivée, a été de faire voter un budget, une ligne budgétaire supplémentaire, en fait une rallonge budgétaire pour l'année en cours qui avait débuté le 1er avril 2025, une rallonge budgétaire massive afin de commencer à mettre en œuvre sa propre politique qui est d'investir dans 17 secteurs privilégiés en puisant dans les deniers de l'État complétés par les investissements du secteur privé. Alors en puisant dans les deniers de l'État, en puisant dans les caisses de l'État, sauf que les caisses de l'État au Japon, bien elles sont vides. Elles sont vides parce que le pays n'a cessé de mettre en œuvre depuis des décennies des plans de relance économique avec des budgets de plus en plus conséquents sans avoir les ressources financières pour le faire, donc en s'endettant. La dette du Japon est à peu près de 240% de son produit intérieur brut, ce qui est colossal. Quand la France est à 110%, elle hurle au loup. Donc le Japon est à 240%, mais s'inquiète pas outre mesure, parce que l'essentiel de cette dette est détenu par la Banque centrale japonaise, des banques privées japonaises, par des compagnies d'assurance, par des investisseurs japonais. Donc ça le rassure sur la qualité et la solidité de ceux qui détiennent la dette japonaise.
Néanmoins, elle va continuer d'endetter le pays pour alimenter la recherche en technologie, avec l'espoir que les technologies que développera le Japon dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, etc., dans l'agriculture, dans la recherche pour lutter contre le réchauffement climatique, etc., que toutes ces technologies puissent être utilisées ensuite à l'étranger et donc elles-mêmes alimentent la croissance du Japon, puisqu'il y a une obsession de croissance, une obsession du fait que la production davantage de services et de produits suscite davantage de consommation qui entraîne elle-même une aisance des entreprises qui ont plus de facilité à augmenter les salaires et les salaires entraînant eux-mêmes la consommation. Bref, un cercle vertueux appelé de ses voeux. Ça, c'est pour la théorie. Alors, dans la pratique, le Japon souffre quand même de plusieurs maux. Le premier de ces maux, c'est qu'il a été englué dans des décennies de déflation, donc avec le contraire du cercle vertueux appelé des vœux de la Première ministre, c'est-à-dire au contraire une baisse des salaires, une baisse des prix et le phénomène de spirale déflationniste qui a duré pendant des décennies. Et là, le Japon, sans avoir retrouvé un phénomène de cercle vertueux, est quand même embringué dans une inflation qui est tirée par les prix des produits de première nécessité, à commencer par le riz et les produits importés, et sans que les salaires suivent. Donc il est dans un cercle qui n'est pas bon du tout non plus maintenant, avec une inflation malsaine, une inflation importée, mais contre laquelle est quand même obligée de lutter la Banque du Japon, qui a resserré à 2 reprises sa politique monétaire. Mais le resserrement d'une politique monétaire a des conséquences là aussi sur la dette, puisque ça renchérit les taux d'intérêt et donc renchérit le coût de la dette du Japon. Donc c'est pas souhaité par le gouvernement, un renchérissement de la politique monétaire. Le durcissement de la politique monétaire a une deuxième vertu a priori, c'est de lutter contre la baisse du yen, parce que le yen est très bas actuellement et donc les coûts des importations au Japon le coût est nettement renforcé et donc ça contribue à cette inflation malsaine. Et la Banque du Japon peut lutter en théorie contre ça en durcissant sa politique monétaire, mais dans le même temps, cela signifie aussi pour le gouvernement un renchérissement du coût de la dette, et donc ce n'est pas nécessairement souhaité par le gouvernement, qui se satisfait mine de rien très bien à l'heure actuelle de la baisse du yen, parce que ça contribue à augmenter les bénéfices des entreprises exportatrices. Donc ça, c'est une difficulté en fait majeure pour le Japon, c'est que la baisse du yen a des conséquences notables dont le gouvernement semble se moquer. Plutôt que de lutter contre le yen faible qui renchérit l'inflation, il préfère lutter contre les conséquences de l'inflation en supprimant certaines taxes, par exemple une taxe provisoire sur le carburant, et donc là aussi contribue mine de rien à renchérir encore la dette, à renforcer encore la dette du Japon. En tout cas, à baisser les recettes d'impôts du Japon provenant de cette taxe supprimée. Bon, par ailleurs, il a des rentrées d'impôts qui augmentent grâce aux bénéfices des entreprises. En tout cas, voilà la situation économique dans laquelle est le Japon. Et donc, la Première ministre, sa première tâche est de vouloir aider d'une part à lutter contre la vue chère et d'autre part à investir pour l'avenir. Et la deuxième grande mission que se donne la Première ministre japonaise, à l'instar de ce que faisait Shinzo Abe, c'est songer au rôle du Japon sur la scène internationale, la grandeur du Japon, le récit national, la place du Japon sur la scène internationale, dans les grandes instances internationales, avec un Japon qui, par exemple, ne cesse de répéter qu'il ne veut pas que certains pays changent le statu quo par la force. Donc ça vaut essentiellement pour la Chine.
Chine, en fait. C'est-à-dire le Japon ne veut pas, par exemple, que la Chine intervienne à Taïwan. Or, la situation actuelle, et qui est très embarrassante pour le Japon, qui veut jouer un plus grand rôle diplomatique, c'est qu'il est quand même très lié par une alliance militaire aux États-Unis, et que l'actuel président américain, je ne vous apprends rien, fait un peu n'importe quoi. En tout cas, sur le plan du respect des lois internationales, eh bien, il a clairement dit qu'elles étaient inutiles, et donc il s'en fichait, grosso modo, et que la seule chose qui pourrait l'arrêter dans son élan d'aller intervenir à droite et à gauche, c'est sa conscience morale. Donc, le Japon, lui, à la fois veut être plus présent sur la scène internationale, mais est quand même très adossé à ce que fait Donald Trump. Et la première ministre japonaise s'affiche comme très grande copine avec Donald Trump, et ne veut pas le critiquer ouvertement quand il prend des initiatives comme celle récente d'intervenir militairement au Venezuela, de kidnapper le président et puis de le juger aux États-Unis. Alors, je peux vous garantir que si la Chine avait fait ça à l'égard d'un autre pays, le Japon aurait hurlé au loup, et là il n'a rien dit. Il a juste dit qu'il souhaitait un rétablissement rapide de la démocratie au Venezuela, mais sans la moindre critique à l'égard des États-Unis. Et ça peut être problématique, parce que si demain Donald Trump, comme il l'annonce Urbi et Orbi, se lance à la conquête du Groenland par quelconque moyen, la méthode douce ou la méthode forte, dans tous les cas ce sera hors la loi, eh bien, que va faire le Japon? Que va dire le Japon s'il n'ose pas critiquer le président américain dans ce type d'acte? Il ne pourra plus critiquer personne. Ou alors il maintiendra un double jeu, un double standard, un deux poids, deux mesures, qui ne sera pas tenable et qui ne sera pas crédible sur le plan international. Il risque de se fâcher avec les pays européens, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, en tout cas de se mettre à l'écart de ces pays qui, eux, de toute façon, critiqueront les États-Unis si les États-Unis s'en prennent au Groenland. Pourront-ils intervenir d'une autre façon? On n'en sait rien, mais au moins il y aura les mots, et il y aura les mots forts à l'égard des États-Unis. Là, pour le coup, le Japon, dans l'état actuel des choses, ne se sent pas capable de critiquer ouvertement ce que fait Donald Trump, et la Première ministre continue d'afficher sa bonne entente et prend donc des risques sur ce plan-là. Mais sa grande ambition est quand même d'avoir une image du Japon très très présent sur la scène internationale, notamment dans la zone Indo-Pacifique, donc libre et ouverte, et elle reprend le credo qui était celui de Shinzo Abe sur une région Indo-Pacifique libre et ouverte, dans laquelle le Japon multiplie désormais les exercices militaires, non seulement avec les États-Unis, ce qui est historique, mais également avec d'autres nations, je pense à l'Australie, voire avec la France, qui a évidemment toute la Polynésie française et qui est concernée également ce qui se passe dans le Pacifique, etc. Avec la Grande-Bretagne également, donc avec un certain nombre d'autres pays. Le Japon entend mener des coopérations sur des points précis dans la stratégie militaire, des exercices conjoints. Et d'autre part, le Japon veut intervenir plus sur la scène internationale dans les instances comme le G7 ou le G20 et prendre en compte les intérêts d'autres pays, notamment ceux qui ont maille à partir avec la Chine. Le Japon veut être un des alliés de ceux qui sont contre la Chine. Voilà. Alors vous savez qu'en dépit de tous ces grands gestes de Sanae Takaichi pour dire que le Japon doit trouver une grande place sur le plan diplomatique, elle a commencé son mandat par une bourde au Parlement japonais qui a engendré une grave crise avec la Chine qui est loin d'être résolue. C'est une crise, c'était à propos de Taïwan. Je vous renvoie aux épisodes que j'ai fait sur le sujet. Et donc, la première ministre a mis pour le moment le Japon dans une situation très critique vis-à-vis de la Chine, qui ne cesse de multiplier les représailles à droite et à gauche sur le plan économique, sur le plan touristique, etc., pour essayer de faire retirer ses propos à Sanae Takaichi. Il est évident qu'elle ne les retirera pas, ces propos, et que la résolution de la crise prendra des années, voire tout le temps où Sanae Takaichi sera en place, il est possible que la relation avec la Chine ne s'améliore pas. Voilà, donc je voulais juste en fait aujourd'hui
vous dresser un petit portrait des priorités de la première ministre Sanae Takaichi, qui est en poste donc depuis 3 mois, qui a fait voter une première rallonge budgétaire pour l'économie et qui s'apprête à faire voter un budget pour l'année qui débutera le 1er avril, l'année comptable qui débutera le 1er avril 2026. Mais les plans pour faire voter ce budget qui vise à donner plus d'élan à la recherche japonaise, à la défense japonaise, etc., pourrait être quand même différé par le fait qu'il est possible que la Première ministre décide de dissoudre la Chambre des députés, la Chambre basse du Parlement, afin de provoquer des élections législatives anticipées qui lui permettraient de profiter de sa popularité actuelle pour lui permettre d'avoir une assemblée plus à sa couleur, une assemblée de députés plus PLD, une majorité même PLD, afin de faire voter plus rapidement la politique qu'elle souhaite mettre en œuvre. Voilà. Et donc cette possible dissolution, elle est peut-être prévue le 23 janvier. Donc si vous regardez cette vidéo avant le 23 janvier, vous avez l'information qu'il y aura peut-être une dissolution le 23 janvier. Si vous regardez après le 23 janvier, vous avez peut-être déjà eu l'information qu'il y a eu une dissolution de la Chambre des députés japonaise et que donc des élections anticipées sont organisées. Voilà, je vous abandonne parce que je crois que la conférence de presse de la première ministre japonaise avec le président de Corée du Sud va bientôt commencer et donc que je vais devoir m'y rendre. Voilà, donc je suis ici à Nara, dans le fief de la première ministre japonaise, et j'ai mon petit souvenir là. En fait, non, c'est juste pour signaler que je fais partie du pool de journalistes qui assistent à la première partie du sommet et à la conférence de presse, tout simplement. À bientôt.